L'évaluation tout au long de l'apprentissage. Alors, la présentation que je vous propose contient 5 parties. La première partie, elle est faite, c'est un mot pour décrire l'évaluation en aide. Par la suite, on va travailler un peu sur les croyances. Et là, c'est là que je vais vous demander un peu d'être un peu plus actif et de vous prononcer sur certains éléments. Après, on va voir quelques balises qui encadrent l'évaluation en aide à l'apprentissage. On va aussi s'attarder à quelques outils qu'on peut proposer, puis une petite conclusion là, où je vous présenterai un petit clip vidéo justement sur l'évaluation. Alors, la première partie étant fait, nous allons maintenant nous diriger sur les croyances. Quelles sont les croyances que les gens ont par rapport à l'évaluation? Parce que la conception de l'évaluation, naturellement, ça repose sur des croyances qu'on a sur cette dernière. Alors, je vais avec la première croyance. Les capacités intellectuelles et les aptitudes différentes des élèves expliquent en grande partie leur succès et leurs échecs à l'école. Alors, OK, donc je vois que tout le monde, la plupart des gens sont en désaccord avec cette croyance-là. Effectivement, dans les ateliers qu'on anime, la plupart des gens sont en désaccord avec cette croyance-là, qui a quand même cours dans certains milieux où on pense que les capacités intellectuelles, les attitudes différentes des élèves là, expliquent naturellement en grande partie leur succès et leurs échecs à l'école. Naturellement, c'est une conception assez limitée là, de l'intelligence. C'est comme si s'il y avait seulement l'intelligence qui comptait dans la réussite et les échecs à l'école, alors qu'il y a une panoplie d'éléments. Là, on sait qu'il y a une panoplie d'éléments qui rentrent en ligne de compte, qui jouent, qui influencent la réussite ou le succès des élèves à l'école. La sommative a peu d'utilité pratique pour l'enseignant. Alors ici, je vois qu'il y a des gens qui sont en désaccord et d'autres qui sont en accord avec cette croyance-là. Ceux qui sont en désaccord ou en accord, si vous avez le goût de vous prononcer, en quoi vous l'êtes ou en quoi vous ne l'êtes pas. D'accord. Avec cette affirmation-là, parce que l'éducation des adultes en évaluation sommative, à la fin d'un cycle, si l'élève échoue, ça m'indique ça me donne, c'est un indicateur quand même, là. Je vais faire une partie du cahier, je vais enseigner autrement une notion pour m'assurer que lors d'une reprise, il va être capable de réussir, là. Donc, l'évaluation sommative, pour moi, c'est très près, ça m'aide dans mon enseignement. Il y en a plusieurs quand on présente cet atelier-là qui ne sont pas d'accord avec cette croyance-là, qui croient au contraire que l'évaluation sommative a une utilité pratique pour l'enseignant. Bon, c'est sûr que si on prend ça du point de vue où Micheline nous l'a présenté, où on prend l'élève passe un examen, puis à partir de ce qui a réussi ou ce qui a échoué, l'enseignant peut faire des rétroactions, mais habituellement, c'est pas par rapport à l'évaluation sommative qu'un enseignant va faire ce genre de rétroaction-là. Euh, Bon, si l'enseignant fait beaucoup de rétroactions dans sa classe, c'est pas l'évaluation sommative qui va lui donner des renseignements sur le cheminement de son élève. C'est pas celle-là qui va avoir le plus d'utilité. Quand je dis d'utilité pratique pour l'enseignant, pratique dans sa pratique d'enseignant, dans son quotidien d'enseignant, c'est pas l'évaluation sommative. Parce que l'évaluation sommative en soi, c'est une évaluation qui vient clore une séquence, qui vient comme fermer un cheminement, qui vient nous dire que l'élève peut passer à un autre niveau. Par contre, l'évaluation sommative en soi, elle est assez limitée. Hein? En FGA, on sait que l'évaluation sommative est construite à partir des définitions de domaine d'examen qui, eux, vont seulement sélectionner certains points d'évaluation, certains critères d'évaluation, certains indicateurs dans le programme. Donc, ce n'est pas l'évaluation qui va refléter naturellement, qui va refléter l'ensemble des apprentissages que l'élève devrait faire dans son cheminement. L'outil qui va être le plus parlant pour l'enseignant, là, pour voir si l'élève a fait les apprentissages, c'est le programme. Donc, c'est pour ça que quand on dit que l'évaluation sommative a peu d'utilité pratique pour l'enseignant, c'est que ce n'est pas cette évaluation-là qui va lui donner le plus d'informations sur son élève. C'est plus le cheminement, c'est plus les évaluations que l'enseignant va faire en cours de route qui vont être plus pratiques pour lui. L'évaluation formative sert à pratiquer l'évaluation sommative et vise à bien préparer les élèves à cette dernière, considérée comme la plus importante. Alors, cet énoncé-là, cette croyance-là, euh, en fait, ça dépend de la définition qu'on se donne de l'évaluation formative. Si l'évaluation formative, ça égale un prétest, en fait, les prétests qu'on connaît actuellement dans le milieu, si ça égale ça, effectivement, ça sert uniquement à pratiquer l'évaluation sommative et ça vise à préparer les élèves à cette dernière. Parce que
Effectivement, si notre conception de l'évaluation formative, c'est un prétest, ben, tout à fait, cette croyance-là est assez vraisemblable. Par contre, si l'évaluation formative, si notre conception de l'évaluation formative est beaucoup plus globale que celle-ci, ou beaucoup plus générale, ou plus en lien avec le programme d'études, avec ce que l'élève devrait faire comme apprentissage ou développer comme compétence, alors l'évaluation formative ne sert pas à pratiquer l'évaluation sommative. Alors, l'évaluation formative, elle sert plutôt à l'élève, elle sert plutôt à guider l'élève dans ses apprentissages, à faire en sorte que l'élève apprenne et, euh, et c'est ça, soutenir ses apprentissages. Je vous propose une autre croyance. L'évaluation est une responsabilité qui appartient entièrement à l'enseignant. Si on dit, on pourrait dire que l'évaluation sommative est une responsabilité qui appartient entièrement à l'enseignement, mais l'évaluation tout court, elle n'appartient pas uniquement à l'enseignant parce que sinon, ce serait seulement que ce dernier qui pourrait donner de la rétroaction à l'élève. Alors, l'élève ne pourrait pas développer une certaine autonomie ou un certain jugement ou une certaine autorégulation dans son cheminement. Alors, l'évaluation appartient aussi à l'élève. L'élève doit être capable de s'auto-évaluer à partir des critères que l'enseignant va lui remettre, va lui proposer. Et il peut aussi participer à la coévaluation avec des collègues. Alors, cette forme d'évaluation-là aussi est possible. Naturellement, on est en évaluation en aide à l'apprentissage, on n'est pas en évaluation en sanction. Parce que celle-ci, comme je disais tout à l'heure, elle ne repose que sur l'enseignant. Alors, celle-ci, bon, moins il y a de situations d'évaluation organisées et formelles, c'est-à-dire de la mesure et des notes, alors vraiment une évaluation qui est axée juste sur la mesure et la note, plus les élèves peuvent s'engager dans leur apprentissage. Alors, moins il y en a de mesures et notes, plus ils s'engagent. Dans les animations qu'on fait en Montérégie, cette croyance-là, effectivement, elle est assez, comment dire, elle est assez bon, il y a une partie des enseignants qui la partagent, d'autres qui ne la partagent pas. Elle suscite beaucoup de débats. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que quand on dit là, moins il y a de situations d'évaluation organisées et formelles, plus les élèves peuvent s'engager dans leur apprentissage, c'est comme si on disait que si je la mets en sens inverse, si je dis plus il y a de situations d'évaluation de mesures et de notes, moins l'élève s'engage dans ses apprentissages, c'est que euh, plus on fait de la mesure et de la note, plus les élèves vont être en recherche de bonnes réponses qu'on appelle. Donc, ils ne sont pas nécessairement dans un mode d'apprentissage. Alors, ce qui est important pour eux autres, c'est la note, c'est de savoir s'ils passent ou ils ne passent pas. C'est pas de savoir s'ils ont appris ou s'ils se sont engagés dans leur apprentissage. On sait que cette croyance-là, ben, en fait, le paradigme dans lequel on est actuellement est très difficile à changer parce que les élèves, ce qu'ils veulent, c'est des notes. Ce qu'ils veulent à la fin, savoir s'ils ont 58, 65, 63%. Souvent, ce qui est important pour eux, c'est de savoir juste s'ils ont passé ou non. Alors, ça fait en sorte que les élèves ne sont pas si engagés que ça dans leur apprentissage parce que ce qui est important pour eux autres, c'est la recherche de la bonne réponse. Donc, nous, quand on a développé cet atelier-là, on croyait plutôt, on tient plutôt comme vraisemblable cette croyance-là en disant que moins il y a de situations d'évaluation organisée et formelle, et plus les élèves peuvent s'engager dans leur apprentissage, plus l'évaluation est proche du programme, hein, et plus les élèves devraient s'engager dans leur apprentissage. Plus l'évaluation est axée sur des réels apprentissages et moins uniquement sur des mesures et des notes à la fin, ben, moins les élèves vont s'y engager. Alors, je poursuis. L'évaluation isolée de chaque connaissance fournit des indices significatifs pour ce qui est de l'évaluation des compétences. Bon, en fait, effectivement, c'est une croyance qu'on peut dire erronée, puisque on sait très bien, si on prend l'exemple du français, là, qu'un élève, même s'il apprend des règles grammaticales par cœur, même s'il fait des exerciceurs où il va les appliquer, puis après deux, trois numéros, il a compris le principe, il va les appliquer, il va les réussir correctement, il va les réussir à 100%, mais lorsqu'il arrive dans une situation réelle de production écrite, il va les oublier, il ne les appliquera pas, il n'y aura pas de transfert. Donc, ça vient vraiment là, démontrer que cette croyance-là est erronée. Je vais poursuivre avec la partie quelques balises. Alors, cette partie-là, euh, en fait, on vient dire, quand on présente cet atelier-là, on parle des croyances, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis on fait le lien vers les balises en disant pourquoi on juge que ces croyances-là sont erronées ou la plupart sont erronées. C'est en fonction des balises qu'on va vous présenter. Qu'est-ce qui vient baliser l'évaluation de l'apprentissage? Qu'est-ce qui vient l'encadrer, cette évaluation-là?
Alors, l'élément numéro un, là, je fais une parenthèse, c'est que toutes les informations, tous les documents que je vous présente, là, ils sont à la fin. Je vais vous donner des documents que je vous remettrai à la fin, là, que je rendrai disponibles, où il y a une bibliographie et vous allez pouvoir avoir les références de tout ça. Alors, le premier élément qui est très important, sur lequel repose, en fait, qui est une balise importante concernant l'évaluation de l'apprentissage, c'est la fameuse politique d'évaluation des apprentissages qui a été publiée en 2003. Alors, cette politique-là, elle a cours actuellement, elle est encore en vigueur, elle se trouve sur le site du ministère. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette politique-là? C'est qu'elle présente une vision unifiée, une vision commune de l'évaluation des apprentissages. Alors, quand on dit commune, c'est qu'elle s'adresse là aux trois secteurs, soit formation générale des jeunes, formation des adultes et formation professionnelle. Cette politique-là, elle repose sur des valeurs hein, qu'on voit autour du cercle, soit justice, cohérence, équité, transparence, égalité et rigueur. La politique, elle comporte 10 orientations majeures qu'on retrouve là, dans les bulles autour. Là. Alors, on a reconnaissance des acquis, jugement de l'enseignant, respect des différences, évaluation intégrée à l'apprentissage, conformité avec les programmes, rôle actif de l'élève, collaboration des différents partenaires, agir éthique, amélioration de la qualité de la langue et sanction des études. Bon, dans la politique, on précise que les 10 orientations sont importantes, les 10 occupent une place importante, mais on dit quand même qu'il y en a trois qui occupent une place centrale dans la politique. On ne dit pas qu'elles sont plus importantes, c'est vraiment le vocabulaire qui est utilisé, qu'elles occupent une place centrale. Trois de ces orientations-là occupent une place centrale. La première priorité, en fait, dans les 10, si vous les voyez, là, si vous prenez la politique puis vous les regardez, là, c'est la première qui apparaît, c'est celle-ci, c'est l'évaluation intégrale apprentissage. C'est vraiment une des trois qui occupe une place centrale, c'est la première. La deuxième, c'est en conformité avec les programmes d'études. C'est que l'évaluation doit être en conformité avec les programmes d'études. Naturellement, on ne peut pas évaluer ce qu'on n'enseigne pas puis ce qui ne fait pas partie du programme. Donc, de là, le fait qu'elle occupe une place centrale. Mais l'autre qui occupe une place centrale, c'est celle qui concerne le jugement de l'enseignant. Donc, parce que naturellement, c'est l'enseignant qui va se prononcer, qui va porter un jugement sur la progression des apprentissages de l'élève. Donc, elle revêt un caractère important, là, elle occupe une place centrale pour cette raison-là. Nous, lorsqu'on a construit cet atelier-là, on en a ajouté une quatrième qu'on trouve qui serait importante, en fait, qu'elle devrait occuper une place centrale aussi, surtout en FGA, parce qu'elle est peu développée, on considère qu'elle est peu développée dans nos classes, dans nos centres, et c'est celle qui concerne le rôle de l'élève. Donc, on pense que l'élève devrait avoir un rôle beaucoup plus actif au niveau de l'apprentissage. Donc, on s'était permis d'en ajouter une quatrième. Mais quand je dis qu'elles occupent une place centrale, qu'elles occupent une place centrale, là, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus importantes nécessairement que les autres. Et si vous lisez la politique, vous allez voir que les autres sont toutes importantes, sont toutes aussi importantes aussi. Bon, on spécifie par contre concernant l'évaluation, la politique d'évaluation, et là, ça vient rejoindre un petit peu ce que Micheline a avancé tout à l'heure comme argument, c'est que l'évaluation doit être au service de l'élève en vue de lui permettre de réaliser des apprentissages qui contribueront à son plein développement intellectuel, affectif et social, et ce, quelles que soient ses capacités ou ses besoins particuliers. Donc, ici, on peut saisir là, dans cet énoncé-là les propos là, que Micheline nous a exposés tout à l'heure. Cette politique-là, elle contient des chapitres naturellement et chaque secteur a son chapitre. Donc, il y a un chapitre, le chapitre 6, qui concerne l'évaluation des apprentissages à la formation générale des adultes. Qu'est-ce qu'ils disent le chapitre 6? C'est qu'on dit que le concept de compétence entraîne l'utilisation d'une plus grande variété d'instruments, de modalités, de processus et de démarches d'évaluation. Alors, c'est un élément important de la politique parce que ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que l'utilisation d'un simple prétexte ou uniquement, pas d'un simple plutôt, c'est pas le bon terme que j'utilise, mais uniquement de prétexte, ce n'est pas suffisant pour évaluer en fait ou pour se situer dans une démarche d'évaluation plus rigoureuse. Donc, on doit ajouter d'autres instruments, d'autres modalités, différents processus pour le faire. Euh, un autre élément une autre balise en fait concernant l'évaluation de l'apprentissage qui vient un petit peu la baliser, un autre document que vous connaissez bien, c'est quoi le programme de la formation de base commune. Dans le document d'introduction, dans l'introduction du programme de la FBC, on dit que l'évaluation est une régulation au service de la réussite des élèves
que ça fait partie en fait d'une des 6 dimensions importantes de la FBC. Donc, on dit que l'évaluation en FBC, naturellement, a lieu à tous les moments du processus de formation de l'adulte, soit à l'entrée en formation, dans une perspective de diagnostic ou de reconnaissance des acquis en formation continue, pendant les apprentissages, tout au long de la formation et à la fin des apprentissages, en vue de la sanction des études. Alors ici, on peut voir là, un peu l'orientation numéro 1 là, qui prend toute sa place et sa dimension ici, soit que l'évaluation a lieu à tous les moments du processus. Et ce qui est important aussi dans cet énoncé-là, ce qui est intéressant de souligner, c'est la perspective de diagnostic. Euh, En fait, c'est dès qu'on commence un processus de diagnostic avec des élèves, avec des adultes en formation, on commence déjà un processus, on se situe déjà dans un processus d'aide à l'apprentissage. Alors, pourquoi on fait un diagnostic auprès d'un élève? C'est pas juste pour connaître ses difficultés, mais c'est pour pouvoir mieux l'aider, en fait, pour pouvoir l'aider à apprendre davantage. OK, donc, je vais faire une autre parenthèse concernant le diagnostic. C'est sûr que dans plusieurs centres, on fait passer des tests diagnostiques, mais le test diagnostic, si on le fait passer pour avoir un portrait de l'élève, puis après ça, on le range dans un tiroir ou un dossier, ce n'est plus un outil d'évaluation de l'apprentissage parce que l'outil n'est plus utile pour l'élève en soi. Il peut être utile pour l'enseignant parce que, bon, il va lui donner des pistes de travail pour l'élève. Mais ce qui peut être intéressant avec un outil diagnostique, c'est que l'outil reste dans les mains de l'enseignant et que l'enseignant l'utilise, se ressort de façon périodique pour en faire, justement, pour en faire un suivi. Dans certaines commissions scolaires, entre autres la commission scolaire Marie-Victorin, euh, les enseignants à FBC, les CP et enseignants ont développé un système, là, un diagnostic en fait, où l'enseignant rencontre, l'élève arrive en FBC, il arrive sans cahier, euh, on lui fait passer un diagnostic. Bon, on lui donne la reconnaissance des acquis, ça c'est certain. Si l'élève n'a pas d'acquis du tout au secteur jeune et on ne sait pas où le mettre, alors on va faire une démarche diagnostique avec cet élève-là. L'enseignant va discuter avec lui, va le rencontrer en entrevue, va échanger, voir quel est son cheminement, d'où il vient, quels sont ses intérêts. À partir des intérêts que l'élève va nommer, on va lui faire écrire un texte en lien avec ses intérêts, un peu dans une démarche différenciée, ou par la suite, avec justement le texte qu'il va produire, qui va être en lien avec des intérêts de l'élève, on va commencer un processus diagnostique pour voir où sont ses difficultés, où sont ses forces, et où est-ce qu'on serait mieux de le placer, cet élève-là. Et à la suite de ce diagnostic-là, on propose des défis à l'élève. L'outil diagnostic suit l'élève en question et l'enseignant le réutilise justement en classe pour suivre la progression de son élève. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir davantage sur cet outil-là là, qui a été développé par Marie-Victorin, vous pourrez m'écrire, puis je pourrais vous envoyer des informations plus pointues sur cette démarche diagnostique-là. Elle fera d'ailleurs l'objet d'une présentation à la TREAC par Joanne Duranceau et Marc Côté, si jamais ça vous intéresse. Un autre document d'ailleurs qui est important, qui vient aussi baliser l'évaluation de l'apprentissage, ce sont les programmes de la formation de base diversifiée où dans les chapitres 2 des programmes, on dit que l'enseignant doit offrir un soutien personnalisé à l'adulte. Et on mentionne, là, c'est carrément un extrait, que le soutien personnalisé s'appuie sur la politique d'évaluation des apprentissages et a avant tout pour objet la progression de l'adulte. Donc, l'enseignant l'invite donc à s'auto-évaluer en matière d'apprentissage et à justifier, entre autres, ses démarches et ses productions à partir de critères d'évaluation et d'outils qu'il lui a fournis. Donc, ici, on sent un peu plus l'importance du rôle de l'élève dans ce processus d'apprentissage-là, dans le processus d'évaluation plutôt. Puis aussi, on voit l'importance de l'évaluation dans la progression de l'adulte et pas uniquement dans un but d'évaluation sommative à la fin de la formation. Bon, on a fait un petit- bon, on sait qu'on s'en va vers la FBC, mais on a quand même décidé d'aller voir ce qu'il y avait dans nos programmes d'études, nos vieux programmes d'études, entre guillemets, je dis vieux parce que il y a encore cours quand même là, en FBD. Alors, voici ce qu'on retrouve dans le programme de mathématiques, dans le programme Romani de 92, où on dit au point 8, concernant l'évaluation, qu'elle fait partie de l'enseignement et de l'apprentissage, qu'elle soutient et guide la prise de décision concernant le choix des sessions d'apprentissage, du matériel et des interventions pédagogiques. Donc, déjà dans les programmes qu'on a actuellement ou que nous avions, c'est selon les commissions scolaires, euh, cette notion-là d'évaluation formative était déjà présente.
Dernière balise ou dernier document qui est assez important aussi, c'est le référentiel des compétences des enseignants. Donc, la formation à l'enseignement, c'est le document les étudiants utilisent là, en formation des maîtres. Alors, ce document-là présente les 12 compétences professionnelles pour les enseignants. Donc, des compétences qui relèvent des fondements de l'enseignement, de l'acte d'enseigner, du contexte social et scolaire, puis de l'identité professionnelle. Donc, on a les 12. Et il y en a une, la compétence numéro 5, qui est d'évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre. Encore là, la notion de progression des apprentissages hein, et évaluation. Alors, on n'évalue pas uniquement à la fin, mais on doit évaluer tout au long de l'apprentissage. On doit évaluer la progression de l'élève. Donc, on mentionne dans le référentiel des compétences que la fonction de soutien à l'apprentissage prend le pas sur la fonction de sanction, elle-même réservée à des moments clés qui mettent un terme à un ensemble de démarches. Donc, ce qui m'amène à vous à revenir un peu sur les fonctions de l'évaluation. Alors, l'évaluation, elle peut servir à l'aide à l'apprentissage, comme on voit à gauche, donc diagnostiquer, vérifier la compréhension et la progression des apprentissages, rétroagir et soutenir. Puis aussi, un élément qui est important, c'est de valider et ajuster son enseignement. Souvent, on voit l'évaluation comme étant dirigée vers l'élève, c'est-à-dire qu'on donne de la rétroaction à l'élève par rapport à l'évaluation qu'on en fait, mais aussi ça peut être pour l'enseignant, pour lui-même, de modifier un peu ses façons de faire ou de réajuster le tir, en fait, ce qu'on appelle la régulation là, de l'enseignant, pour aider son élève, pour l'aider à apprendre, c'est-à-dire changer de stratégie, adopter, proposer, c'est ça, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire pour que l'élève puisse apprendre. Naturellement, l'autre fonction de l'apprentissage, c'est celle qui sert à certifier, reconnaître les acquis, donc certifier en fin de formation. Lister simplement quelques outils qui pourraient être utiles, qui pourraient être utilisés là, tout au long de l'apprentissage, justement pour faciliter pour faciliter ou pour développer cette pratique-là davantage là, auprès des enseignants. Le premier outil, c'est celui que les enseignants ont en main, soit le guide d'apprentissage. Bon, on peut être pour, contre, mitigé par rapport à l'utilisation des guides d'apprentissage, mais ça reste quand même un incontournable là, actuellement dans la pratique des enseignants. Qu'est-ce que l'enseignant peut faire avec son guide d'apprentissage en lien avec l'évaluation ou la rétroaction? En fait, on peut prendre certains éléments de ce guide-là puis se dire comment il peut nous aider justement à mieux évaluer les élèves ou à amener les élèves à s'auto-évaluer. Donc, quand je parle de la table, quand je nomme ici la table des matières, c'est un exemple qu'un prof de maths donnait dans une formation. C'est que lui, l'élève, à la fin du cours, quand l'élève a complété son cours, il demande à l'élève d'aller lire sa table des matières, de prendre un marqueur fluo, puis d'écrire en fluo ce qui n'a pas de sens pour l'élève, les notions pour lui ne font pas de sens, qui ne représentent absolument rien dans sa tête, pour lesquelles il n'y a pas de concret autour de ça. Donc, d'amener l'élève à s'auto-évaluer à partir juste de la table des matières pour voir est-ce que ces connaissances-là, est-ce que les savoirs qui sont nommés là, est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que c'est parlant pour l'élève? Donc, à partir de ce moment-là, juste cette table de matière-là devient un outil intéressant pour amener les élèves à s'auto-évaluer. La plupart des guides d'apprentissage, surtout ceux de la FBC, comportent des résumés ou des bilans de fin de chapitre ou des évaluations de mi-parcours. Alors, des fois, c'est escamoté. Ce sont selon nous des éléments importants là, déjà à la portée des enseignants, à la portée des élèves, sans nécessairement ajouter des outils ou ajouter d'autres éléments. Alors, on peut dire à l'élève, écoute, va faire ton résumé, le résumé de ton chapitre, va faire le bilan de fin de chapitre, essaie de nommer ce que tu as appris. Parce qu'à partir du moment où l'élève est capable de nommer ce qu'il a appris, il est dans un processus d'auto-évaluation. Et naturellement, des évaluations de mi-parcours là, pourraient guider l'élève là, sur ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, justement pour la suite des choses. Alors, c'est probablement le premier outil le plus simple à utiliser, soit le guide d'apprentissage. Il y aurait probablement d'autres idées, entre autres en français. Là, un autre exemple qui est ressorti, bon, des fois, les élèves font les productions écrites dans les guides, des fois, ils les font sur papier, mais bon, prenons en considération qu'il le fait dans un guide d'apprentissage. Un exemple qui est donné aussi, c'est que l'élève, il fait sa production écrite, bon, il applique ses stratégies d'autocorrection. Par la suite, lorsque terminé, l'enseignant corrige son texte. Une fois que son texte est corrigé, on peut demander à l'élève de regarder les corrections de l'enseignant, puis d'essayer de nommer c'est quoi les trois éléments avec lesquels l'élève
a eu le plus de difficultés? Est-ce qu'il est capable de nommer, selon, à partir des corrections de l'élève, avec quoi il y a eu de la difficulté dans ce texte-là? Naturellement, c'est un travail qui se fait de concert avec l'enseignant. Et une fois qu'il les a nommés, on peut demander à l'élève de les écrire à la fin de sa production écrite. Écris-moi les 3 éléments sur lesquels tu as eu de la difficulté. Alors, lorsque l'élève, après ça, arrive dans sa deuxième ou sa troisième ou une autre production écrite, une autre pratique de production écrite, un peu plus tard dans son cheminement, avant de procéder à l'écriture de son texte, l'enseignant peut dire à l'élève, regarde, va voir ta production écrite, va voir les 3 éléments sur lesquels tu as eu de la difficulté et sur lesquels auxquels tu devrais tenir compte dans ta prochaine production écrite. Donc, ça, c'est un élément qui peut être intéressant là, sans nécessairement encore là déployer des nouveaux outils en classe, à partir desquels les élèves peuvent se baser pour s'évaluer, pour s'auto-évaluer, ou que l'enseignant peut utiliser pour évaluer la progression de ses élèves. Euh, bon, un autre outil que les élèves traînent souvent avec eux en classe, soit un cartable. Alors, un cartable, naturellement, c'est l'élément assez simple pour garder des traces. On peut dire aux élèves de conserver tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils écrivent, tous les exercices supplémentaires, parce que si on veut que les élèves s'auto-évaluent, ou si on veut évaluer tout au long de l'apprentissage, il faut le faire à partir des traces que l'élève va donner, va garder. C'est sûr que les exercices qu'il fait dans son cahier, ce sont des traces, mais ce ne sont pas nécessairement des traces qui vont nous parler de ses stratégies, sur le comment faire, sur comment il s'y prend pour faire des trucs, ou quelle est la représentation qui se fait de certaines notions. Si on lui demande de faire des résumés, puis de garder ses résumés dans son cartable ou dans son cahier, donc ça va nous donner des indices, puis ça va donner des indices à l'élève aussi, justement pour qu'il puisse s'auto-évaluer. Naturellement, les grilles, hein, ça, c'est un incontournable, des grilles d'évaluation des cours, soit sur les compétences polyvalentes ou disciplinaires, soit par rapport aussi aux attentes de fin de cours, donc aux critères, donc pour amener l'élève à s'auto-évaluer. Alors, le prof peut construire lui-même ses grilles à partir justement de ces éléments-là. Je sais aussi que Martin Francaire du Récit national propose un atelier où il propose 3 modèles où il y a des grilles justement d'évaluation. Donc, il y a des outils qui existent déjà dans le milieu là, qui pourraient être utilisés pour faciliter justement l'auto-évaluation. Donc, un outil qui est vraiment intéressant, bon, qui n'est pas encore beaucoup utilisé en FGA, un peu plus au secteur des jeunes, ce sont les fameux idéateurs ou les cartes d'organisation des idées. Donc, naturellement, ça permet de garder des traces, ça permet de faire des synthèses, ça permet de faire des résumés, ça permet de prendre des notes, ça peut être aussi une façon de faire un plan. Donc, c'est un outil intéressant qu'on peut garder dans un cartable pour justement faire un résumé, pour faire de l'auto-évaluation, pour que l'enseignant puisse voir où est-ce que l'élève s'en va avec, comment il comprend, comment il conçoit ses apprentissages. Bon, Daniel nous dit que c'est de plus en plus populaire dans la région Chaudière-Appalaches, ce genre d'outils-là. Ce sont des outils qui peuvent être papier, crayon simplement. Là. Nous, dans le centre où je travaillais, on utilisait vraiment des feuilles 11-17, des crayons en couleur pour amener les élèves à travailler avec des idéateurs. Ou sinon, on peut le faire à l'ordi, de façon électronique. De la Chaudière-Appalaches, vous le faites à l'ordi principalement? Donc, il y a différents outils qui existent. Il y a des outils gratuits, il y en a d'autres il y a des solutions payantes. Donc, ça, il faudrait, si les enseignants qui sont intéressés à aller plus loin, ou moi, je pourrais vous donner quand même aussi certaines références. Bonjour, j'avais un commentaire à faire. D'abord, ici, je voulais juste souligner qu'on participe à 3. J'ai 2 enseignants qui participent avec moi. Il y a Natalia et Sylvain. OK. Donc, on n'est pas seulement que 9 participants, on est 11. Alors, Le commentaire que je voulais faire par rapport au réseau de concepts, c'est que si on amène l'élève non seulement à en utiliser, mais à les créer, le cheminement finalement qui mène au résultat final, là, qui est le schéma, le cheminement lui-même offre une grande opportunité pour l'élève d'apprentissage, notamment sur les liens qui sont possibles de faire entre les concepts eux-mêmes, les concepts qui sont étudiés dans les sigles. Je pense que ça, les liens à faire entre les concepts, c'est quelque chose d'important parce que ça permet de créer un espèce de filon conducteur et puis de rassembler tout ce qui est appris, qui autrement souvent est compartimenté dans l'esprit des élèves.
Puis souvent, ils ont de la difficulté à voir le lien entre les notions. Moi, je travaille surtout en mathématiques, là, mais ça peut être le cas aussi dans d'autres matières. Donc, le réseau de concepts, moi, je pense que c'est intéressant, encore plus si on amène l'élève à le travailler. Donc, ça peut s'apprendre. L'enseignant peut travailler avec les élèves à leur enseigner à en faire des réseaux de concepts. Si les élèves, ensuite, une fois qu'ils ont un peu d'expérience, le travaillent en sous-groupe, en petites équipes, ça peut devenir quelque chose d'absolument intéressant pour justement là, résumer des concepts, mais aussi par rapport aux liens. Ça fait que le travail de fabrication ou de production est intéressant, puis le produit fini, ben ça permet ensuite, ça devient un outil de révision. Voilà. Tout à fait, Sophie. Puis d'autant plus que dans un environnement de construction des savoirs, là, où bon, justement, on amène l'élève à faire des liens entre différents éléments, à rattacher ses connaissances les unes aux autres, ses savoirs. Donc, c'est vraiment un outil puissant. Puis, comme Daniel le précise aussi en français, c'est un outil de remue-ménage. C'est un outil aussi pour faire des plans, pour résumer un texte. Bref, c'est vraiment un outil puissant. Et plus les élèves en font, et meilleurs ils sont aussi, et plus beaux sont les idéateurs qui produisent. Donc, c'est vraiment, 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 là, à mon avis, un incontournable là, dans une approche par compétence, dans un environnement de construction des savoirs. Aussi, qui est un ajout, par contre, c'est important de le dire, c'est un ajout à la pratique des enseignants. Donc, c'est le portfolio ou le journal de bord ou le journal d'apprentissage. Alors, naturellement, il permet de garder des traces. Ça permet vraiment de suivre la progression des apprentissages. On ne garde pas nécessairement tout dans un portfolio ou dans un journal d'apprentissage ou un journal de bord. Naturellement, il faut prendre ce qui témoigne en fait de la progression de l'élève. Et naturellement, c'est un outil puissant pour s'auto-évaluer. C'est un outil intéressant pour que l'enseignant puisse suivre ses élèves. Nous, en FGA, on peut utiliser le portfolio à des fins d'apprentissage, d'aide à l'apprentissage. On ne peut malheureusement l'utiliser pour des fins de sanction, parce qu'on sait que la sanction est déterminée par une situation d'évaluation à la fin. Par contre, comme je disais, c'est un outil extraordinaire là, en apprentissage. Je l'ai mis quand même comme étant un outil. C'est pas vraiment un outil, la coopération, sinon c'est une stratégie d'enseignement qui est intéressante parce que si on veut favoriser la coévaluation entre les élèves, hein, si on veut favoriser les échanges pour amener les élèves à se prononcer ou à interagir ensemble à propos du travail de l'un ou de l'autre, ben, ça prend nécessairement un esprit de coopération dans une classe. Donc, il faut favoriser la coopération comme moyen d'enseignement ou stratégie d'enseignement pour justement favoriser la coévaluation. Naturellement aussi, le questionnement métacognitif, c'est important. Tout l'aspect de métacognition, de toute façon, là, est vraiment présent en évaluation en aide à l'apprentissage parce que si on veut amener les élèves à s'auto-évaluer, naturellement, il faut les outiller, il faut les amener à se questionner. Donc, c'est aussi un incontournable là, pour faire de l'évaluation tout au long de l'apprentissage. Je vous présente en conclusion, puis après ça, je reviendrai un petit 2 minutes s'il y en a qui veulent se prononcer. Un petit vidéo qui a été produit sur YouTube sur l'évaluation. Naturellement, c'est une vidéo qui a été construite au secteur jeune, donc il faut tenir compte que c'est au secteur jeune, mais ça présente quand même certains concepts de l'évaluation. Ça vient un petit peu résumer, pas juste un peu, mais ça vient résumer un peu la démarche que je viens de vous proposer.
Alors, il y a une bibliographie des documents qu'on a utilisés pour la présentation. Il y a aussi un texte qui est très intéressant de Roch Chouinard qui s'intitule Évaluer sans décourager. Alors, c'est vraiment un incontournable sur l'évaluation. Des pistes d'intervention pour planifier l'évaluation, un petit peu des trucs que je vous ai nommés. Ici, j'ai mis l'annexe d'un document qui vient du ministère de l'Éducation du Manitoba où on présente une vue d'ensemble de la planification de l'évaluation. Donc, c'est intéressant parce qu'on présente ça en trois volets. L'évaluation au service de l'apprentissage, donc en aide à l'apprentissage. L'évaluation en tant qu'apprentissage, donc plus comme dans un aspect métacognitif. Puis l'évaluation de l'apprentissage, soit la sanction. Je vous propose aussi des questions clés pour solliciter les stratégies métacognitives des élèves. Puis, 7 clés là, pour une régulation efficace des apprentissages. Là, je lance ça rapidement parce que j'ai terminé ma présentation, puis j'en ai une autre à commencer. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des petits commentaires qui ont des commentaires à donner ou à ajouter. Oui, vous pouvez avoir accès à ces documents-là. Et ils seront disponibles là, sur la zone là, de l'après-cours. Il y a un dossier qui est zippé. Alors, vous pouvez prendre ce dossier-là puis le télécharger. Ben, merci à vous. Bonne fin de journée.